Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires, et puis on verra aussi un petit exemple d'à quoi ça peut servir les coordonnées polaires. Alors, jusqu'à présent, nous, ce qu'on connaissait, c'était les coordonnées cartésiennes. Elles sont gentilles, elles sont mignonnes, c'est celles qu'on apprend en 3e ou en 4e, je sais plus exactement. Enfin, voilà. Mais après, quand on grandit un peu, on a les poils qui poussent, etc., on n'est pas forcément obligé de rester avec ce qu'on apprend au tout départ. Et donc, on va passer aux coordonnées polaires. L'idée, c'est que les coordonnées cartésiennes, c'est lorsqu'on a des choses qui sont très fixes, qui bougent pas. On a le repère qui est orthonormé, enfin généralement il est orthonormé, et on travaille à l'intérieur. Et en fait, les coordonnées polaires, on va s'en servir pour toutes les choses qui tournent. Généralement, c'est plutôt utile quand on a un cercle, une ellipse, et les choses comme ça. Et dans la vie réelle, il y a beaucoup de choses qui tournent. Et donc les coordonnées polaires nous aident particulièrement pour ce genre de choses. L'idée, c'est de se dire que les coordonnées cartésiennes, donc ici on a moins 2 racine de 3, c'est-à-dire que horizontalement sur les abscisses on a moins 2, et verticalement sur cette ordonnée on a racine de 3. Donc notre point A, il est ici. Et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer ce point A, non plus par horizontalement et verticalement où est-ce qu'il est, mais plutôt à quelle distance est-ce qu'il est situé du centre, et donc la distance ça va être le module, on peut l'appeler comme ça, module de A, qu'on voit avec les nombres complexes. Généralement, on va le noter plutôt R ensuite, mais ça se note module de A comme ça. Et on va aussi utiliser l'angle qui fait par rapport à la partie positive de l'axe des abscisses. Voilà les deux informations qu'il nous faut. Et en fait, ça doit vous rappeler des choses, parce que lorsqu'on met un nombre complexe sous forme exponentielle, c'est exactement les deux informations qu'il nous faut. Pour le module, c'est extrêmement simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas utiliser de formule. Il y a des formules. Mais ce qu'on va faire, on va faire sans. Quand je dis il y a des formules, pour le module, vous avez la formule toute prête, et pour l'argument avec l'arc tangente, vous avez la formule toute prête. Mais on va faire sans les formules, on va retrouver ça avec de la trigo de 3e, parce que pour le coup, ça se fait extrêmement bien. Nous, ce qu'on veut, pour le module déjà, ce qu'on peut faire, c'est se placer dans un triangle rectangle, par exemple celui-là. Le racine de 3, qui est la hauteur, on peut le reporter ici, c'est la même chose. Et donc horizontalement, on fait juste attention, c'est des distances. Donc ici, même si on va à moins 2, la distance, ça reste 2. Donc globalement, on a ce triangle rectangle-là. Là, on a 2, là, on a racine de 3. Nous, on veut l'hypoténuse. Bon, c'est assez facile de dire que le module de A, qu'on va noter R, ça va être égal à racine de 3 au carré plus 2 au carré. Donc ça, c'est le module au carré. Donc le module, ça va être racine de 3 au carré plus 2 au carré. Là, on est sur le théorème de Pythagore, je ne vais pas détailler beaucoup plus. Racine de 3 au carré, ça fait 3, 2 au carré, ça fait 4, et donc on trouve racine de 7. Là, on a trouvé le module, la distance par rapport au centre. Maintenant, ce qu'il faut qu'on repère, c'est un argument. Déjà, on va repérer un petit truc, c'est dans quel quart de cadran est-ce qu'on est. En haut à droite, à gauche, en bas à gauche, en bas à droite, etc. Ça a son importance parce que nous, on ne va pas être forcément d'entrée capable de calculer exactement le θ qu'on cherche. Mais c'est pas très grave. Nous, ce qu'on peut calculer assez facilement, c'est cet angle-là. Avec un peu de trigo, c'est assez facile. Et puis, comme on sait qu'on est situé dans la partie en haut à gauche du cadran, si on a ça, il suffit qu'on fasse 180, autrement dit un demi-tour complet, et qu'on retire ce qu'on vient de trouver, qui nous donnera le θ. Donc c'est de cette manière-là qu'on va travailler. Donc là, on va l'appeler θ' par exemple. On va donc avoir θ' qui correspond à cet angle-là, θ'. Alors pour calculer notre θ', on pourrait utiliser l'hypoténuse qu'on vient de calculer, mais vraiment, si vous pouvez faire en sorte de ne pas utiliser les résultats que vous avez trouvés, parce qu'il y a quand même le risque qu'il y ait une faute à l'intérieur, même si c'est un calcul très très basique, il y a le risque d'avoir fait une faute. Donc on va essayer de le faire avec le racine 2 et le 3. Par rapport à θ', le 3 c'est le côté opposé, le 2 c'est le côté adjacent, on va faire de la tangente. On a donc tangente θ' qui est égale au côté opposé, donc racine de 3 divisé par le côté adjacent divisé par 2. Et donc θ', ça va être égal à arc tangente de racine de 3 sur 2. Il sort de là le arc tangente qu'on vous donne dans la formule toute prête, mais au moins là on l'a retrouvé, on a compris pourquoi on l'a. Et donc nous on ne cherchait pas θ', on cherchait θ. θ on a dit c'est un demi-tour complet, autrement dit pi, moins, si on travaille en radian, ça fait pi moins arc tangente de racine de 3 sur 2. Et puis là on va regarder la calculatrice, combien est-ce que ça nous donne. Et à la calculatrice on obtient environ, c'est pas exactement, 2,4279 radians. Bon, si on voulait l'avoir en degrés, on peut convertir en degrés. À nouveau, on va pas. Là aussi, vous avez une formule, probablement les profs vous l'ont donnée toute prête, et souvent vous n'êtes même pas posé la question d'où elle venait, mais c'est extrêmement simple en fait. Quel est le lien entre les degrés et les radians? On va mettre les degrés, on va mettre les radians. Comment passer de l'un à l'autre? Il nous faut une référence. On sait par exemple qu'un tour complet de cercle, c'est 360 degrés. Mais un tour complet de cercle en radians, c'est 2 pi radians. On a l'autre conversion. Nous, on cherche pour 2,4279 radians. On va faire un produit en croix. Donc ici, on va avoir 2,4279 fois 360 divisé par 2 pi. Et là, à nouveau, on va regarder à la calculatrice combien ça nous donne.
Et à la calculatrice, on va trouver 139,1 degrés. Et donc de cette manière, on vient de déterminer que le point A, ses coordonnées, ça va être le R, donc on a dit que c'était racine de 7, et l'ordonnée, donc on va la donner, donc c'est pi moins arc tangente, racine de 3 sur 2 radian. On va garder la valeur exacte, hein. On pourrait mettre la valeur approchée de 42, ou mettre en degrés aussi, il n'y a pas d'importance. Mais bon, en trigo, on travaille plutôt en radian, donc on va garder la valeur en radian, la valeur de notre angle. Et on va garder la valeur exacte. Bon, de cette manière, on a obtenu les coordonnées polaires de notre point A. Maintenant, on va voir à quoi ça peut servir d'avoir les coordonnées polaires, comment transformer un problème qui a l'air compliqué en un problème beaucoup plus simple grâce aux coordonnées polaires. Je vais effacer le tableau, on va faire ça tout de suite. Juste avant, si ça vous plaît, ce que je suis en train de vous montrer, pensez à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo, ça me soutient, ça fait plaisir, ça remercie. Vous pouvez aussi me le dire en commentaire. Est-ce que vous connaissiez les coordonnées polaires? Et est-ce que vous savez à quoi ça peut servir? Dites-le moi en commentaire et on verra comme ça ensuite si vous aviez raison ou pas. Et aussi, si c'est pas fait, pensez à vous abonner à la chaîne, super important. Si c'est déjà fait, je vous remercie. Et sinon, allez-y, un petit clic et tout de suite on se retrouve pour la suite. Imaginons qu'on doive résoudre cette équation y égale x sur x carré plus y carré. Alors x et y, c'est les coordonnées d'un point, c'est des réels. On va refaire un petit dessin. x, y, donc là on aurait l'abscisse x, là on aurait l'ordonnée y, donc là on aurait notre point de coordonnées x, y. Et donc, on peut se placer dans un triangle rectangle à nouveau. Ici on aurait x, là on aurait y. Et puis nous, ce qu'on connaît maintenant, c'est un angle, on connaît θ. Donc θ, c'est l'angle par rapport à la partie positive de l'axe des réels, on a ça. On a aussi l'hypoténuse, le module, c'est r. Et bien ce qu'on peut faire, c'est exprimer x et y en fonction de r et de θ. En fait, on va avoir que x, ça va être égal à r fois cos θ. Vous pouvez le retrouver avec le cos, hein, si vous préférez. Je vous le fais pour le cos, pour l'autre, on ira plus vite pour le sinus. En fait, cosinus θ, le cosinus, c'est le côté adjacent, donc x, divisé par l'hypoténuse, r. Assez rapidement, on multiplie par r, on a x qui vaut r cos θ. Et de la même façon, on va trouver y égale r sinus θ. Et regardez l'intérêt de voir ça de cette manière, c'est que, imaginons, par exemple, un hasard exceptionnel, dans notre équation, on a du x carré plus y carré. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec du r carré cos carré plus r carré sin carré. L'un plus l'autre, c'est-à-dire qu'on peut factoriser par r carré, ça fait r carré facteur de cos carré plus sin carré, qui vaut 1, donc il disparaît. Et regardez, c'est exactement ce qu'on a ici. On peut l'écrire. X au carré, c'est r carré cos carré, et y carré, c'est r carré, sinus carré. Et donc, notre équation, on peut la réécrire. Y, on a dit, vaut r sinus θ. X, on a dit, vaut r cosinus θ. Et puis au dénominateur, alors on pourrait mettre le détail, mais on va passer un peu plus vite. R carré cos carré plus r carré sin carré, ça fait r carré facteur de cos carré plus sin carré. Autrement dit, facteur de 1, cos carré plus sin carré, ça vaut 1. Donc en fait, on a juste ça. On peut simplifier un petit peu. Oui, évidemment, le R est non nul ici, c'est le module de notre point A, on ne l'a pas pris à l'origine. On aurait pu le prendre à l'origine, sauf que s'il est à l'origine, ça veut dire que x et y valent 0, et donc le problème, il n'y a plus de problème, il n'existe pas. On diviserait par 0 ici. Donc évidemment, R est non nul, donc on peut avoir un R au dénominateur, et diviser par R pour simplifier. Donc ici, on a le R sin θ. À droite, donc si on simplifie par R, ça nous fait cos θ divisé par R. Ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir une division, c'est multiplier par R, ou c'est un équivalent évidemment, comme R est non nul. On va multiplier par R, ça fait R carré sinus θ égale cosinus θ. Et de cette manière, on a réécrit, en fait ça c'est notre équation de départ, réécrit d'une manière plus simple. Et maintenant on va essayer de résoudre cette équation à partir de là. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est regrouper les θ entre eux, donc c'est avoir R carré égale cosinus θ divisé par sinus θ, à la condition que le sin θ soit non nul. Donc là, il nous faut sinus θ différent de 0. Mais il nous faut aussi autre chose. Il nous faut que cos θ, que le cos et le sin aient le même signe, puisqu'il faut qu'au final, ce soit positif, comme c'est égal à r carré. S'il y en a un qui est positif, l'autre négatif, à droite, on aura une valeur négative, qui ne peut pas être égal à un r carré. Donc il nous faut forcément cos et sin de même signe. Et bien ça n'arrive que dans cette partie-là du repère et dans celle-là. Autrement dit, si on regroupe nos deux conditions, on veut que θ soit strictement compris entre 0 et pi sur 2. Alors pour le pi sur 2, ça ne va pas être strict, parce qu'en fait, en 0, c'est strict, puisque en 0, le sinus vaut 0, on n'a pas le droit, mais en pi sur 2, le sinus vaut 1, et il est positif comme le cosinus, donc il n'y a pas de problème. Et union, pardon, j'ai pas mis sous forme d'intervalle. Donc là, c'est une première partie de solution.
Et on a une deuxième partie de solution qui va aller de pi jusqu'à 3pi sur 2. Maintenant, on va se poser la question, lequel des deux est-ce qu'on ne prend pas? Et bien lorsqu'on est en pi, c'est le sinus qui vaut 0, donc lui on ne le prend pas, par contre l'autre, il pose pas de problème. Et donc de cette manière, on a trouvé les valeurs de θ qui correspondent à notre problème. On a donc dit notre θ, l'angle, on va exister que dans la partie en bas à gauche et en haut à droite du repère. Maintenant, il faut qu'on trouve au niveau du R, qu'est-ce qui se passe? On a R carré, d'ailleurs vous l'avez remarqué peut-être, mais sinus sur cosinus c'est tangente, quand on inverse c'est cotangente. Donc ça c'est égal à cotangente de θ. Mais nous ce qu'on veut c'est pas cotangente, c'est R tout court, donc on va prendre racine de cotangente de θ. On peut prendre la racine parce que cotangente, on a fait en sorte que ce soit positif. On a bien regardé à quel moment cos et sin sont de même signe, donc le cotangente est bien positif, on peut prendre la racine de cette manière. Et évidemment, on ne prend pas le R égale moins racine de cotangente, puisque R, c'est une distance, donc forcément positif. Mais en soi, quand on a R carré égale à A, ça nous donne deux solutions. D'ailleurs, on a l'équivalence, ça fait R égale racine de A, ou R égale moins racine de A. Mais ici, on ne prend pas les deux solutions, puisque R est forcément positive. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, pas grand-chose écrit comme ça. On pourrait essayer de déterminer un peu l'allure de notre courbe solution. Lorsque θ est très proche de 0, le sinus il vaut 0 à peu près, le cos il vaut 1. Donc on a 1 sur 0, on a plus l'infini. On va voir ce que ça fait au niveau d'une courbe. Nous on a dit on n'existe que ici et ici. Sauf que quand θ est très proche de 0, donc on est dans la partie positive du repère, et bien on est à plus infini. Donc on est par là. Lorsque θ est très proche de pi sur 2, sinus pi sur 2 ça vaut 1, cosinus pi sur 2 ça vaut 0, donc on va passer par 0 ici. Lorsque θ est très proche de pi, autrement dit lorsqu'on est tout à gauche, le sinus vaut 0 à nouveau, et le cosinus vaut moins 1. Donc on a du moins 1 sur 0, ça fait du moins infini. Donc quand θ est tout à gauche, on va être tout à gauche ici, à moins l'infini. Parce que je vous rappelle à nouveau que R, c'est la distance par rapport au centre. Donc si on a moins l'infini, ça veut dire qu'on est très très loin. Et on a un angle de pi, donc on est très très loin, tout à gauche. Et quand θ est très proche de 3pi sur 2, le sinus, lui, vaut moins 1. Le cosinus vaut 0, 0 sur moins 1, ça fait 0. On repasse par ce point-là. On pourrait peut-être regarder, voir un petit peu l'allure de notre courbe, parce que là, on a l'impression que c'est peut-être une ligne droite comme ça. Ça fait peut-être pas exactement ça. On pourrait se décaler un petit peu, ici et ici, voir autour, combien ça donne. Par exemple, on part de 0, on pourrait regarder par exemple peut-être le pi sur 6. Lorsqu'on est en pi sur 6, le cosinus, cos pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2, on va le regarder ici. Donc cotangente de pi sur 6, ça nous fait racine de 3 sur 2 en haut, et sinus de pi sur 6, ça fait 1/2. Autrement dit, on a racine de 3. Donc là, quand on a un angle qui vaut pi sur 6, donc on est légèrement en hauteur, on est à une distance de racine de 3. Donc on va passer quelque part par là. Ensuite, on pourrait regarder, lorsqu'on redémarre de pi, si on ajoute pi sur 6, ça nous fait 7pi sur 6. Le cosinus vaudra moins racine 3 sur 2, et le sinus vaudra moins 1/2. Moins sur moins, ça fera donc plus, et donc on va retrouver à nouveau le racine de 3. Donc lorsqu'on est à 7pi sur 6, donc lorsqu'on est sur cet angle-là, on va être à nouveau à racine de 3. Et donc globalement, on sent quand même un peu ce qui se dessine au niveau de la courbe. Là, comme on va à moins l'infini, ça fait une asymptote horizontale. Il faut qu'on aille passer par ce point-là, mais qu'on vienne passer par celui-là aussi. Et puis on a une symétrie, donc logiquement, on va venir faire un truc qui va ressembler à ça. Et on retrouve notre asymptote de l'autre côté. Et là, de cette manière, on a dessiné l'ensemble des solutions qui correspondent à cette équation. Et ça, c'était compliqué de trouver avec les coordonnées cartésiennes, parce qu'on a vraiment un truc qui bouge au final. Alors que là, avec les coordonnées polaires, on les a bien définies. Et donc concrètement, sur une copie, si vous deviez donner l'ensemble des solutions, on va dire que S, c'est égal au couple R θ, qui va être égal à R, on a dit, racine de cotangente de θ, avec θ qui varie entre, on va pas le recopier, mais tout cet intervalle-là. Et donc là, on a donné l'intégralité des solutions de notre équation. Et du moins, on a au moins réussi à la visualiser à quoi ça ressemblait. C'était à peu près impossible à faire dès le départ. Voilà, on en a fini. On a vu à quoi ça sert les coordonnées polaires. Ça sert à transformer un problème qui a l'air complexe et qui bouge un peu bizarrement. Avec les carrés, souvent, c'est des cercles. Donc, qui bougent un peu bizarrement. Et avec les coordonnées polaires, les cercles, on arrive à s'en sortir très facilement. Donc voilà une utilisation. J'espère que ça vous a plu. Pensez à me le dire en commentaire. Est-ce que vous connaissiez? Mettez un petit pouce en l'air sous la vidéo aussi, ça fait plaisir, ça me soutient. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.